Alors, nous voilà. C'était hier ou il y a un siècle. Je ne sais plus. Les jours s'entremêlent comme les lianes de cette vieille forêt des Landes. Mais ce soir-là, il est gravé. J'étais là, à l'entrée du grand salon du domaine des Chênes, l'ancienne maison du bâtard, du traître, enfin, de Julien. Le verre brisé de la porte explosée scintillait comme des milliers d'yeux haineux sous les lustres en cristal. Le silence qui avait suivi le fracas était assourdissant, rompu seulement par le murmure horrifié de la foule, des murmures de peur, de confusion, et moi debout, sale, les vêtements déchirés, avec lui juste derrière, Antoine. Il avait jeté son vieux manteau miteux, celui qui sentait le passé et la terre, et portait une sorte de t-shirt noir trop serré que Pierre, ce grand bonnet de bêta, avait oublié dans sa voiture. Chaque muscle d'Antoine était tendu, défini par le tissu fin, une force brute contenue, prête à exploser. Il était là, plus imposant que jamais, et il a dit, d'une voix qui n'avait même pas besoin d'être levée, une voix qui semblait vibrer dans l'air lui-même. Je m'y oppose. Ces deux mots, je me souviens de l'odeur qui s'est répandue dans la pièce à ce moment-là. Pas celle du Dom Pérignon, ni des parfums chers, mais une vague de sueur froide et de peur animale. C'était l'odeur du pack face à un prédateur. Et ce prédateur, c'était lui, Antoine Montnoir, le roi scellé. Mon Dieu, j'avais si froid quelques heures avant, si faim, si mal. J'étais prêt à m'éteindre, là, dans la boue glacée, sans que personne ne se soucie de moi. Comment est-ce que j'avais atterri là? Ah, la mémoire, elle fait des siennes parfois. Je confonds les visages, les dates. Mais certaines choses, la faim, la peur, le désespoir, ça reste bien ancré. Tout a commencé, ou plutôt, mon enfer a continué ce matin-là. La pluie en Aquitaine, ce n'est pas comme on imagine. Elle ne lave pas tout. Elle rend juste la boue plus épaisse, plus collante, plus envahissante. Je me souviens avoir essuyé ce mélange de graisse et de crasse de ma joue, tremblant sous les rafales de vent glacial qui fouettaient ma fine veste en jean, trop grande, et donc inutile pour me tenir chaud. J'avais 22 ans, mais aux yeux du pack croc d'argent, j'étais moins qu'un enfant, une oméga, un loup sans forme de loup, sans odeur, sans avenir. Continue de bouger, déchet. La voix de Pierre m'a giflé, accompagnée du bruit lourd de ses bottes de combat. C'était le bêta du pack, un homme qui semblait prendre un plaisir obscène à son travail. À côté de lui, Sophie, la petite favorite actuelle de Julien, le visage illuminé par le reflet bleu de son téléphone. Son ennui se lisait dans ses traits tirés et sa cruauté n'était jamais loin. « Pierre, on est bientôt arrivé ?» Sophie a gêné, sans lever les yeux de son écran. « Mes bottes vont être fichues. » Julien avait dit de me déposer juste au périmètre. Julien a dit l'ancien périmètre, Jess. Pierre a grogné, me poussant en avant. Mon pied a glissé sur les aiguilles de pain mouillées. Je suis tombé lourdement sur les mains et les genoux. J'ai serré les lèvres jusqu'à en avoir mal pour ne pas se crier. Je savais ce qui les excitait. Mes larmes. Plus tôt, ce matin-là, j'avais fait la stupide erreur de laisser tomber un plateau de flûte de champagne pendant l'annonce des fiançailles de Julien. Des fiançailles avec une femme d'un pack voisin, de la région du Val-de-Loire, je crois. C'était un accident. Quelqu'un m'avait fait trébucher, ou du moins, j'en étais presque sûr. Mais Julien n'avait que faire des accidents. Il ne pensait qu'à son image. Son ordre avait été froid, sans appel. Dégage-la de ma vue. Emmène-la aux ruines de Mont-Noir. Laisse-la là pour la nuit. Si elle survit au froid, elle pourra revenir nettoyer les toilettes. Les ruines de Mont-Noir étaient interdites. Chaque louveteau du domaine des Chênes connaissait les légendes. 200 ans plus tôt, une guerre avait ravagé la région. La lignée alpha d'origine avait été purifiée par une coalition de traîtres, et ces ruines étaient tout ce qui restait du domaine de l'ancien roi.
C'était un lieu maudit, disait-on, où aucun loup ne pouvait se transformer. Un terrain hanté. Debout! Pierre a aboyé, me donnant un coup de pied dans la chaussure. Je me suis relevé en titubant. « S'il te plaît, Pierre, » j'ai murmuré, ma voix était un frisson. Il fait un froid de connard. Je n'ai pas de loup pour me réchauffer. Je vais mourir ici. Pierre s'est penché sur moi, ses yeux brillants d'un ambre sinistre. C'est le but, Marie. Tu n'es qu'une charge. Julien est juste trop poli pour te tuer lui-même. Ils m'ont traîné jusqu'au bord d'un ravin. En dessous, caché dans la brume et le lierre épais, se trouvaient les vestiges d'une structure en pierre. Ça ressemblait à l'entrée d'un mausolée, à moitié enfoui par un glissement de terrain qui avait dû se produire il y a des décennies. « Descends !» Sophie a dit, rangeant enfin son téléphone. Elle a souri d'un air narquois. « Bon camping, Oméga. » D'une poussée violente et soudaine, Pierre m'a envoyé dévaler la pente. J'ai dégringolé, mon corps heurtant des racines et des rochers, jusqu'à ce que j'atterrisse en bas avec un bruit sourd et répugnant. L'air m'a quitté les poumons. J'y suis resté, dans la boue, haletante, les yeux rivés sur le ciel gris, alors que les silhouettes de Pierre et Sophie se tournaient et s'éloignaient. J'étais seul. Les heures ont passé. La température a chuté en piqué. J'ai rampé vers la structure en pierre, cherchant un abri contre le vent mordant. Ma cheville lançait des éclairs de douleur, légèrement tordue, et ma veste était trempée. L'entrée des ruines était bloquée par une dalle massive de fer et de chêne pourrie par l'âge, mais étrangement solide. Des lianes aussi épaisses que le bras d'un homme étreignaient la porte, couvertes d'épines qui ressemblaient à des clous rouillés. J'ai de la chance, ai-je marmonné, mes dents claquant de façon incontrôlable. Même les ruines sont verrouillées. Je me suis blotti contre la porte en feu, essayant de me faire aussi petite que possible. J'ai fermé les yeux, pensant à mes parents. Ils étaient morts dans un accident de voiture sur l'A6 quand j'étais enfant, me laissant à la merci du pack. Je n'avais jamais connu la chaleur. Je n'avais jamais connu la sécurité. Peut-être que c'est mieux si je m'endors, ai-je pensé, la somnolence dangereuse de l'hypothermie s'installant. Juste dormir et ne pas me réveiller. En me déplaçant, essayant de ramener mes genoux à ma poitrine, ma main a effleuré les vignes couvrant le centre de la porte. Une épine massive, acérée comme un scalpel, a entaillé ma paume. « Ah !» J'ai sifflé, retirant ma main. Du sang rouge vif a jailli instantanément. Instinctivement, j'ai pressé ma main contre le fer froid de la porte pour me stabiliser, laissant une tache de sang frais sur le métal. « Super !» j'ai murmuré, les larmes coulant enfin. Maintenant, je saigne. Profondément à l'intérieur de la pierre, quelque chose a cliqué. Ce n'était pas un son mécanique, on aurait dit un cœur lourd battant une seule fois. Toc! J'ai figé. J'ai retiré ma main. Le sang que j'avais laissé sur la porte ne coulait pas. Il grésillait. Le fer semblait le boire, le liquide rouge disparaissant dans les pores du métal. Un bourdonnement sourd a commencé à vibrer à travers le sol, faisant trembler les petits cailloux autour de mes pieds. Les lianes qui avaient étranglé la porte pendant des siècles se sont soudainement fanées, devenant grises et s'émiettant en poussière en quelques secondes. J'ai reculé, oubliant la douleur à ma cheville. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? » La lourde dalle de fer a gémi. De la poussière s'est écoulée des fissures alors que la porte commençait à s'ouvrir vers l'intérieur, luttant contre la friction de 200 hommes. Une odeur s'est échappée de l'obscurité. Non pas l'odeur de la pourriture ou de la mort, mais quelque chose d'autre. Ça sentait le cèdre, l'ozone et un sang métallique ancien. C'était l'odeur la plus terrifiante et pourtant la plus enivrante que j'ai jamais rencontrée. Elle a frappé mon système nerveux comme un coup d'adrénaline, forçant mon loup, le loup qu'on m'avait dit ne pas avoir, à gémir au plus profond de mon âme. La porte était ouverte, un vide noir. Je savais que je devais courir. Je devais ramper jusqu'à ce ravin et prendre mes chances avec le froid. Mais une attraction magnétique et indéniable me tirait le nombril. « Viens !»
Ce n'était pas un mot prononcé. C'était un ordre ressenti jusqu'à la moelle de mes os. Tremblante, je me suis levé et j'ai boité dans l'obscurité. L'air à l'intérieur du tombeau était sec et étrangement chaud, un contraste saisissant avec la tempête de la forêt des Landes à l'extérieur. J'ai utilisé la lampe torche de mon vieux Samsung cassé. Je l'avais caché dans mon soutien-gorge pour que Pierre ne le trouve pas, pour percer l'obscurité. Ce n'était pas une petite crypte. C'était une salle du trône. Des piliers de pierre sculptés de loups de guerre s'étiraient jusqu'à un plafond voûté. Des bannières en lambeaux pendaient des murs, leurs insignes effacés au-delà de toute reconnaissance. Mais mes yeux ont été attirés par le centre de la pièce. Là, sur une estrade surélevée, trônait un siège fait d'obsidienne, et sur le trône, un homme. Il n'était pas un squelette. Ce n'était pas un cadavre. Il était parfaitement conservé, comme s'il ne faisait que dormir. Il était massif, ses larges épaules emplissant le siège de pierre. Il portait des vêtements d'une autre époque, un lourd manteau à col haut dans laine foncée, avec des boutons argentés, des bottes en cuir haute jusqu'aux genoux, et une chemise qui avait dû être blanche mais était maintenant jaunie par l'âge. Ses cheveux étaient longs, noirs comme l'aile d'un corbeau, tombant librement sur son visage. Ses mains reposaient sur les accoudoirs du trône, larges et puissantes, mais enfermées dans des chaînes qui brillaient d'une faible lumière violette. Quelle chaîne? Je me suis arrêté à quelques mètres, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. « Bonjour », ai-je murmuré. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Puis les chaînes à ses poignets ont flamboyé. La lumière violette est devenue rouge, puis s'est brisée. L'homme a inspiré. C'était un son rauque, terrifiant, comme un homme qui se noie brisant la surface de l'eau. Sa poitrine s'est soulevée, le tissu de son manteau craquant. J'ai reculé, laissant tomber mon téléphone. La lumière a tourbillonné sur le sol, projetant des ombres chaotiques. La tête de l'homme s'est relevée brusquement. Ses yeux se sont ouverts. Ce n'étaient pas de simples yeux de loup. C'étaient des piscines d'or en fusion, brûlant d'une rage qui semblait assez chaude pour faire fondre les murs de pierre. Il m'a regardé. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Je me suis senti exposé, mis à nu par ce regard. Il m'a scruté, de mes baskets boueuses à mon visage terrifié. Il a reniflé l'air, ses narines frémissant. « Toi », a-t-il rauqué. Sa voix était profonde, inutilisée, sonnant comme des pierres qui se frottent. « Tu détiens la clé. » Je ne pouvais pas parler. J'ai secoué la tête. L'homme a serré les accoudoirs du trône et s'est redressé. Le mouvement était raide, saccadé, mais d'une puissance terrifiante. Il s'est levé de toute sa hauteur. Il devait mesurer près d'1,98 m. Il dominait l'estrade. Il a fait un pas en arrière, puis un autre. 200 ans, a-t-il marmonné, regardant ses propres mains. 200 ans d'obscurité. Il m'a de nouveau regardé. Quelle année sommes-nous, jeune fille? De 2024, ai-je bégayé. 2024. L'homme a fermé les yeux brièvement, une expression d'agonie pure traversant ses traits aristocratiques et acérés. 1824, a-t-il murmuré. Ils ont volé 2 siècles. Il a rouvert les yeux, l'or tourbillonnant avec du rouge. Il a fait un pas vers moi. L'aura prédatrice qui émanait de lui était immense. Elle m'a forcé à tomber à genoux. Ce n'était pas seulement un alpha. C'était quelque chose d'ancien, un primal. Qui a ouvert mon tombeau? A-t-il exigé, me dominant. Lequel de la lignée du traître est enfin venu finir le travail? Je ne suis personne, j'ai crié, couvrant ma tête. Je suis juste Marie, je suis une oméga. Je ne voulais pas, je me suis coupé la main. L'homme s'est arrêté. Il s'est penché, saisissant mon menton d'une main rude, me forçant à le regarder. Sa peau était calleuse et chaude. Il a reniflé mon cou, inhalant profondément juste là où ma glande olfactive aurait dû se trouver. Il a figé. « Oméga !» a-t-il grogné, un roulement sourd dans sa poitrine qui a vibré à travers mon corps. « Tu n'es pas une oméga. »
Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, un bruit a résonné depuis l'entrée du tombeau. Des voix, des lampes de poche, des faisceaux perçant l'obscurité. « Je te dis que j'ai entendu un bruit ici, » a dit la voix de Pierre. « Si cette petite rate a trouvé un moyen de se cacher, Julien va me tuer. Vérifie juste la grotte et allons-y. Il fait un froid de chien, » s'est plainte Sophie. J'ai paniqué. « Ils sont de retour. » J'ai chuchoté, mes yeux écarquillés de terreur. « S'il vous plaît, vous devez vous cacher. Ils vous tueront. » L'homme, le roi, a regardé l'entrée, puis est revenu vers moi. Un sourire sombre et cruel s'est répandu sur son visage. Ce n'était pas un sourire de gentillesse. C'était le sourire d'un prédateur à qui l'on venait de servir le dîner. « Me tuer ?» a-t-il ricané d'un air sombre. « Enfant, je suis Antoine Monnoir. Je suis la première griffe et je n'ai pas mangé depuis 200 ans. » Pierre et Sophie ont tourné le coin, leur lampe de poche atterrissant sur nous. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Pierre a crié, posant sa main sur le pistolet à sa hanche. « Un Glock standard. » « Qui est-ce qui est-ce? » Antoine s'est placé devant moi, me protégeant complètement. Il a regardé l'arme, confus pendant une fraction de seconde, puis dédaigneux. « Nouveau jouet, » a dit Antoine, sa voix résonnant sur les murs. Même odeur lâche. « Mains en l'air. » Pierre a crié, visant l'arme. « J'ai dit mains en l'air. » Antoine n'a pas levé les mains. Il a fait un pas en avant. Pierre a tiré. Bang! Le coup de feu était assourdissant dans l'espace clos. J'ai crié. La balle a frappé Antoine en plein dans la poitrine. Il a trébuché en arrière d'un demi-pas, regardant le trou dans son manteau de laine. Il a touché la blessure, puis a porté son doigt ensanglanté à sa bouche et l'a goûté. La blessure a commencé à se refermer sous nos yeux, la peau se resserrant avec un bruit humide et sec. Antoine a levé les yeux, ses pupilles maintenant entièrement écarlates. Mon tour. Il s'est déplacé plus vite que mes yeux ne pouvaient suivre. Une seconde, il était devant moi, la suivante, il n'était qu'un flou d'obscurité. Pierre n'a même pas eu le temps de crier. Antoine l'a percuté, saisissant le bêta par la gorge et le soulevant en l'air d'une main comme s'il ne pesait rien. « Qui est ton alpha? » Antoine a rugi, serrant. « Julien. » Pierre a suffoqué, griffant la poigne de fer. « Julien. » Antoine a savouré le nom comme du poison. « Dis à Julien que le propriétaire est de retour et que j'expulse tout le monde. » D'un geste décontracté, Antoine a jeté Pierre à 30 pieds de l'autre côté de la pièce. Le bêta a heurté un pilier de pierre avec un craquement d'os et a glissé au sol, inconscient. Sophie est restée figée, son téléphone lui a échappé des mains. Elle a regardé Antoine, la bouche ouverte d'horreur. « Cours », a chuchoté Antoine. Sophie n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle s'est retournée et a sprinté hors du tombeau, hurlant dans la nuit. Antoine est revenu vers moi. Le rouge a disparu de ses yeux, redevenant doré. Il m'a tendu la main. « Lève-toi, Marie », a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant, mais toujours autoritaire. « Nous avons du travail. » J'ai regardé sa main, la main d'un monstre, la main d'un sauveur. J'ai tendu la main et je l'ai prise. « Où allons-nous » ai-je demandé, ma voix tremblante. Antoine m'a tiré sur mes pieds, me rapprochant suffisamment pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. « Retrouver ce Julien », a dit Antoine, « et récupérer mon monde. » La pluie avait cessé, laissant la forêt des landes ruisselante et silencieuse, à l'exception du bruit des graviers sous nos pieds. Antoine marchait avec la grâce d'un prédateur, malgré la raideur de 2 siècles qui auraient dû l'estropier. Il ne semblait pas sentir le froid, bien que la température frôlait le 0. Moi, cependant, je tremblais violemment. Mon adrénaline s'estompait, remplacée par la douleur lancinante à ma cheville et le vent mordant qui transperçait mon jean mouillé. « Tu trembles », a fait remarquer Antoine sans me regarder. « Je gèle », ai-je dit en claquant des dents. « Et j'ai peur. Tu viens de projeter le bêta de notre pack contre un pilier de pierre. » « Il a survécu », a dit Antoine avec dédain. « Si je l'avais voulu mort, sa tête aurait été séparée de ses épaules. Je l'ai laissé comme un avertissement. »
Nous avons atteint le sommet du ravin où Pierre avait garé son véhicule. C'était un énorme Ford F-150 Raptor surélevé, entièrement noir avec des vitres teintées. Le moteur tournait toujours au ralenti, les phares perçant la brume. Antoine s'est arrêté net, fixant le camion, ses yeux dorés plissés. Quelle sorcellerie est-ce que là? Une calèche de fer qui respire la fumée. J'ai cligné des yeux, oubliant un instant ma peur. C'est un camion, c'est un Ford, c'est comme ça qu'on voyage. Antoine s'est approché prudemment, passant une main sur le capot. Pas de chevaux, pas ceux de vapeur, juste du métal et du bruit. Il m'a regardé. Peux-tu commander cette bête? Je peux de la conduire. Oui, ai-je dit, boitant vers le côté conducteur. Pierre a dû laisser la clé à l'intérieur. Je suis monté sur le siège conducteur. L'intérieur sentait le tabac froid de Pierre, le vieux déodorant et l'odeur métallique des boissons énergisantes. J'ai trouvé une bouteille d'eau dans le porte-gobelet et je l'ai bu désespérément. Antoine a ouvert la porte passager. Il ne s'est pas assis. Il s'est accroupi sur le siège en cuir, l'air mal à l'aise et confiné. Il a touché l'écran du tableau de bord qui affichait une carte via Apple CarPlay. Une carte qui brille, a-t-il murmuré. Le monde a beaucoup changé. Mettez votre ceinture de sécurité, ai-je dit instinctivement, puis j'ai réalisé que je donnais un ordre à un roi alpha de 200 ans. J'ai frémi. Je veux dire pour la sécurité. Antoine a ignoré la ceinture. Il a tourné son regard vers moi dans l'espace confiné de la cabine. Son odeur était écrasante. Cèdre ancien, pluie et puissance brute. Ça a fait dresser les poils sur mes bras. « Dis-moi, Marie, » a-t-il dit, sa voix basse, « pourquoi es-tu une oméga? » J'ai serré le volant, mes jointures devenant blanches. J'ai enclenché la vitesse. Je suis né comme ça. Je ne peux pas me transformer. Je ne peux pas sentir les odeurs comme les autres. Je suis faible. Mensonge, a grogné Antoine. Je l'ai regardé, surprise. Quoi? J'ai senti ton sang sur la porte du tombeau. Il était assez puissant pour briser un seau de sang tissé par les sorcières de la lune croissante. Antoine a expliqué, regardant les arbres flous défiler, alors que nous naviguions sur la route forestière sinueuse. Et le sang d'une oméga est dilué. Le tien est riche, ancien. Il a tendu la main, la tenant au-dessus de mon épaule. Arrête cette calèche. On ne peut pas s'arrêter. Pierre va se réveiller. Arrête! L'ordre a claqué dans la cabine comme un coup physique. J'ai freiné brusquement. Le camion a dérapé sur le gravier, s'arrêtant près d'une borne kilométrique. Antoine a détaché ma ceinture de sécurité et s'est penché. « Montre-moi ton cou. » Tremblante, j'ai incliné la tête, exposant le côté de mon cou où une marque d'union aurait dû se trouver. Il n'y avait rien là, juste une peau pâle. Antoine a effleuré mon point de pulsation avec son pouce. Il a fermé les yeux, se concentrant. Juste ce que je pensais. Il a appuyé son pouce fortement. J'ai haleté de douleur. Vous me faites mal. Je ne te fais pas mal, je te révèle, a-t-il chuchoté. Sous son pouce, un léger motif de treillis noir est apparu sur ma peau comme une toile d'araignée faite d'encre. Il a pulsé une seconde, puis a disparu dans l'invisibilité. Une malédiction de liaison, a dit Antoine, sa voix empreinte d'une colère venimeuse. Quelqu'un ne voulait pas que tu te transformes, Marie. Ils ont enfermé ton loup avec de la magie noire quand tu étais un nourrisson. Tu n'es pas une oméga. Tu es une menace qu'ils ont neutralisée. J'ai regardé Antoine, mon monde basculant sur son axe. Quoi? Qui ferait ça? C'est la question, a dit Antoine, se rallongeant sur son siège. Le traître qui m'a scellé avait une famille. Les monts noirs ont été traqués. Toi, ma chère, tu pourrais être l'un des derniers fils qu'ils ont oublié de couper. Il a pointé le pare-brise. Conduis. Amène-moi à ce Julien. J'ai une envie soudaine de me présenter à la direction actuelle. Alors que je reprenais la route goudronnée, en direction des lumières du domaine des chênes,
Antoine observait le monde qui défilait. Nous sommes passés devant un McDonald's avec ses arches dorées brillées dans la brume. Il vénère un homme doré maintenant? A demandé Antoine d'un air sec. C'est de la restauration rapide, ai-je dit, mon esprit tourbillonnant avec sa révélation. Je ne suis pas une oméga. La nourriture devrait être chassée. Puis rapide, a-t-il grogné, mais d'abord nous festoyons de vengeance. Le manoir du Pack Croc d'argent n'était pas une simple maison. C'était un vaste domaine niché dans les collines, modelé sur une forteresse moderne. L'architecture était tout en verre, acier et béton, hurlant la richesse et le pouvoir. Ce soir-là, l'allée était bordée de voitures de luxe, des Mercedes G-Wagon, des Porsche Cayenne et des berlines élégantes. Les Packs célébraient. À l'intérieur du hall principal, des lustres en cristal projetaient une douce lumière sur les membres de l'élite du Pack. Des serveurs circulaient avec des plateaux d'amuse-gueules, et l'air était empli de l'odeur de parfums coûteux et de viande rôtie. Au bout de la pièce, sur une estrade surélevée, se tenait l'Alpha Julien. Il était beau d'une manière polie et générique, cheveux blonds plaqués en arrière, portant un smoking Armani sur mesure. À côté de lui se tenait sa fiancée, Clara, une grande brune du Pack du Nord. Julien a levé une flûte de Dom Pérignon. « À l'unité !» a hurlé Julien, sa voix amplifiée par le microphone. « Au Pack Croc d'argent, le plus fort de l'État. Nous avons purgé les faibles. Nous avons renforcé nos frontières. Et ce soir, nous assurons notre avenir. »« Ah, Julien !» a rugi la foule, levant ses verres. « Quelqu'un s'oppose à cette union ?» a demandé Julien en plaisantant, une question cérémonielle standard. Il a ri. « Bien sûr que non. » Crash. Les doubles portes au fond du hall n'ont pas seulement s'ouvert. Elles ont explosé vers l'intérieur. Des éclats de chaînes et de verre ont douché les invités les plus proches. La musique s'est arrêtée instantanément. La foule s'est tournée, des halètements traversant la pièce. Debout dans l'encadrement de porte en ruine, il y avait moi. J'étais un désastre. Mon jean taché de boue, mes cheveux sauvages et mouillés, des ecchymoses sur mon visage. Mais je ne me recroquevillais pas. Je me tenais droite et derrière moi se tenait le cauchemar. Antoine a enjambé les débris. Il avait jeté son manteau déchiré dans le camion. Maintenant, il portait un t-shirt noir moulant que Pierre avait gardé dans son sac de sport, qui moulait dangereusement la poitrine et les bras d'Antoine. Il ressemblait à un bagarreur sorti des enfers. Ses longs cheveux mouillés, ses yeux dorés, scannaient la pièce avec une intensité terrifiante. « Je m'y oppose », a dit Antoine. Il n'a pas crié, il n'a pas utilisé de microphone, mais sa voix a porté dans chaque recoin de la pièce, vibrant dans la poitrine de chaque loup présent. Julien a baissé son verre, son sourire s'évanouissant. « Qui diable êtes-vous? Comment avez-vous passé la sécurité? »« Votre sécurité dort, » a dit Antoine, marchant au centre de l'allée. La foule s'est écartée pour lui instinctivement. Les loups sentant une aura alpha si puissante qu'elle leur faisait plier les genoux. Il manquait de discipline. Je leur en ai appris un peu. « Marie !» Julien a ricané, me repérant. « J'ai dit à Pierre de te laisser. Pourquoi es-tu ici à amener des chiens errants à ma fête? » Antoine s'est arrêté à 6 mètres de la scène. Il a regardé Julien, puis la bannière suspendue au-dessus de la scène, une tête de loup stylisée. « Tu portes le sigle du croc d'argent? » a dit Antoine calmement. « Mais tu as l'odeur d'un charognard. »« Tuez-le » a ordonné Julien. 3 des exécuteurs du Pack, des hommes massifs à moitié transformés en loups, ont bondi de la foule. C'était la garde d'élite du Pack, des tueurs entraînés. Antoine n'a même pas pris sa forme animale. Il a attrapé le premier exécuteur par la gorge en plein vol, l'impact sonnant comme un coup de pistolet. D'un mouvement fluide, il a projeté l'homme sur le sol carrelé, brisant la pierre. Le deuxième exécuteur a balancé un poing griffu. Antoine a esquivé, a saisi le bras de l'homme et l'a tordu. « Clac !» L'exécuteur a hurlé.
Antoine l'a fait tournoyer et l'a jeté sur le troisième attaquant, les envoyant tous les deux s'écraser sur une table de coupe de champagne. Du verre a volé partout. Cela a pris 5 secondes. 3 élites étaient à terre. Antoine a épousseté ses mains. Il a levé les yeux vers Julien. « C'est le mieux que vous ayez? » Julien tremblait maintenant. Il le sentait. La pression. C'était comme si la gravité avait décuplé. « Qui êtes-vous? » Antoine a monté les escaliers jusqu'à la scène. Clara, la fiancée, a reculé de terreur, son loup gémissant de soumission. Antoine s'est arrêté à quelques centimètres de Julien. Il était une tête plus grande que l'alpha actuel. « Je suis celui qui a construit cette maison », a chuchoté Antoine, sa voix comme des plaques tectoniques qui frottent. « Je suis Antoine Monnoir, et vous êtes assis sur ma chaise. » Un halètement a parcouru les membres plus âgés de la foule. « Le mythe ?» a chuchoté un ancien. « Le roi scellé. » Les yeux de Julien se sont écarquillés. « C'est un conte de fées. Vous mentez. » Julien, poussé par la panique et l'ego, s'est transformé. Ses vêtements se sont déchirés alors qu'il prenait la forme d'un grand loup gris. Il a grogné et s'est jeté sur la gorge d'Antoine. Ce fut une erreur fatale. Antoine a rugi. Ce n'était pas un cri humain. C'était une libération d'énergie alpha brute. À genoux. L'ordre a frappé la pièce comme une onde de choc nucléaire. Toutes les fenêtres du grand hall ont volé en éclats. Chaque loup dans la pièce. Des centaines d'entre eux sont tombés au sol. Ils n'ont pas choisi de le faire. Leurs corps ont obéi à l'ordre du primal. Même les humains. Les serveurs sont tombés à genoux, submergés par le poids de l'autorité. Julien, en plein saut, a été projeté en l'air. Il a heurté le sol de la scène lourdement, forcé sur le ventre. Il a gémi, luttant pour se relever, mais ses membres ne fonctionnaient pas. Son loup reconnaissait son maître, même si son esprit humain ne le faisait pas. Antoine se tenait seul, le seul debout dans une pièce de centaines de personnes. Il a regardé le loup gris gémissant qui était Julien. Antoine a posé une botte lourde sur le cou de Julien, le clouant au sol. Il a regardé la foule agenouillée. La hiérarchie a été réinitialisée, a annoncé Antoine, ses yeux dorés flamboyants. Le croc d'argent a été émoussé et rouillé trop longtemps. Je suis ici pour l'aiguiser. Il a tourné la tête vers le fond de la pièce où je me tenais, étourdi près de l'entrée. « Marie » a-t-il appelé, « viens ici. » La foule s'est écartée à genoux, créant un chemin pour l'oméga. J'ai avancé, le cœur battant à tout rompre. J'ai monté les escaliers. Antoine a pris ma main, me tirant au centre de la scène à côté de l'alpha cloué au sol. « Regardez-là » a commandé Antoine au pack. « Vous l'avez appelé déchet. Vous l'avez appelé Oméga. » Il a regardé la fiancée de Julien, Clara, qui tremblait sur le sol. « Viens ici. » Clara est rampée en avant, terrifiée. « Savez-vous pourquoi elle ne peut pas se transformer? » a demandé Antoine, sa voix d'un calme trompeur. « Savez-vous pourquoi le croc d'argent est devenu faible? » Il a déchiré la manche de ma veste en jean, exposant mon bras. Il a tracé une ligne de pouvoir sur ma peau, et pour la première fois, sous l'aura intense du roi, la toile noire de la malédiction est devenue visible à tout le monde dans la pièce. Elle brillait d'une lumière vert nécrotique et maladive. « Sorcellerie !» a haleté un ancien du sol. « Magie noire! Quelqu'un l'a liée !» Antoine a grogné, parce qu'il savait que si elle montait en puissance, elle serait plus forte que vous tous. Il a regardé Julien. « Ton père t'a-t-il dit, Julien? T'a-t-il dit que pour garder le pouvoir, il devait maudire un enfant? » Antoine a levé sa botte du cou de Julien. « Transforme-toi maintenant. » Julien est revenu à sa forme humaine, nu et tremblant, recroquevillé en boule. « Je ne savais pas, » a-t-il sangloté. « Mon père, il a dit qu'elle était une erreur. »« Elle n'est pas une erreur, » a dit Antoine. « Elle est la clé. » Antoine s'est tourné vers moi. « Ça va faire mal, » m'a-t-il prévenu doucement. « Quoi donc ?» ai-je chuchoté. « La briser. » Avant que je ne puisse réagir, Antoine m'a mordu. Il a planté ses crocs dans le point de revendication de mon cou.
Mais il ne me revendiquait pas comme une âme sœur, pas encore. Il a injecté son venin, son sang alpha ancien et puissant, directement dans mon système. J'ai crié, mon dos arqué. La toile noire sur ma peau a flamboyé d'un vert vif, puis s'est brisée comme du verre. Une onde de choc d'énergie blanche pure a jailli de mon corps, repoussant Antoine d'un pas. Mes os ont craqué et se sont remodelés. Je suis tombé à quatre pattes. Ma peau a ondulé. Une fourrure blanche comme neige et chatoyante comme des diamants a éclaté. En quelques secondes, l'oméga avait disparu. Debout à ma place se tenait une louve blanche. Pas n'importe quelle louve. Elle était massive, presque aussi grande qu'Antoine, avec des yeux d'un violet perçant. Une Luna. Une vraie Luna. Le pack a haleté. Une louve blanche n'était pas née depuis 500 ans. Antoine a souri, essuyant une tache de sang de sa lèvre. « Bonjour, ma belle », a-t-il chuchoté. Le silence dans le grand hall était absolu. Le seul son était la respiration lourde de la massive louve blanche se tenant au centre de la scène, ses yeux violets parcourant la pièce frénétiquement. J'étais noyé sous une surcharge sensorielle. Pendant 22 ans, mon monde avait été sourd, des odeurs atténuées, des sons lointains. Maintenant, tout était à un volume maximum. J'entendais le battement de cœur du serveur caché derrière le bar. Je pouvais sentir la sueur de peur de 300 loups. Je pouvais voir les particules de poussière danser sous les projecteurs. J'ai grogné, un son qui a fait vibrer les planches du parquet, faisant frémir les membres du pack agenouillés. Je ne savais pas comment contrôler ce corps. Il était trop fort, trop sauvage. Doucement, une voix grave a grondé. Antoine s'est placé devant moi, bloquant ma vue de la foule terrifiée. Il n'a pas bronché devant mes crocs dévoilés. Il a baissé la tête, exposant son cou, le signe ultime de confiance d'un alpha. « Regarde-moi, Marie », a-t-il ordonné doucement. « Tu n'es pas un monstre, tu es une reine. » La louve blanche a cligné des yeux. Le feu violet dans ses yeux s'est légèrement atténué alors qu'elle se concentrait sur lui. Son odeur de cèdre ancien et de sang était la seule chose qui manquerait à la réalité. Elle apaisait l'instinct sauvage de déchirer la pièce. Antoine a tendu la main et a placé une main sur ma massive tête poilue. « Reviens, imagine ta forme humaine, imagine ta peau, tire-la sur toi comme une couverture. » J'ai gémi, mon corps tremblant. C'était comme si mes os étaient de feu liquide, mais je me suis concentré sur sa voix. Lentement, la fourrure blanche a reculé. Les pattes massives ont rapetissé. Le museau s'est rétracté. En quelques instants, j'étais redevenue humaine, m'effondrant sur le froid plancher de la scène, nue et haletante. Ma peau était rougie de la vapeur sylvant de mon corps dans l'air frais. Avant que les yeux du pack ne puissent vagabonder, Antoine a arraché son t-shirt noir, laissant son torse cicatrisé et musclé à nu, et l'a drapé sur moi. Il était énorme, me couvrant comme une robe. Il m'a prise dans ses bras, à la manière d'une mariée. Je me sentais légère comme une plume contre sa poitrine. « Pierre !» a aboyé Antoine sans regarder en arrière. Pierre, qui avait repris conscience et était revenu au manoir du pack juste à temps pour voir la transformation, a grimpé les escaliers en titubant, l'air d'un fantôme. « Oui, monseigneur », a bégayé Pierre. « Videz cette pièce », a ordonné Antoine, ses yeux d'un acier froid. « Enfermez Julien au cachot. S'il parle, coupez-lui la langue et rassemblez les anciens. Je veux qu'il soit dans le bureau de l'Alpha dans 10 minutes. »« Oui, Alpha », a dit Pierre, s'inclinant si bas que son nez a presque touché le sol. Antoine m'a porté à travers la foule. En passant, les loups baissaient la tête vers le sol, exposant leur cou. Ils ne se soumettaient plus seulement à lui. Ils se soumettaient à moi. La louve blanche était une légende, une créature de prophétie censée apporter l'équilibre à l'ordre naturel, et il m'avait traité comme des ordures. La peur de la rétribution était palpable dans l'air. Antoine a ouvert à coups de pied les doubles portes du bureau de l'Alpha, une pièce somptueuse décorée de meubles en acajou et de fauteuils en cuir.
Il m'a déposé doucement sur un canapé en velours. « Bois », a-t-il dit, versant un verre de liquide ambré d'une carafe en cristal sur le bureau. J'ai pris le verre de mes mains tremblantes. J'ai bu une gorgée et j'ai toussé. « Whisky, un Macallan 25 », a noté Antoine, reniflant la bouteille. Au moins ce Julien avait bon goût en matière d'alcool, si ce n'est en autre chose. Il s'est assis sur le lourd bureau en chêne, me regardant. « Comment te sens-tu? » Comme si j'avais été frappé par la foudre, ai-je chuchoté. J'ai regardé mes mains. Mes ongles étaient plus forts, plus acérés. La douleur constante dans mes articulations due au froid des nuits dehors avait disparu. Je me sentais puissant. Pourquoi suis-je devenue blanche? Personne n'est blanc. Parce que tu es de la lignée de la lune, a dit Antoine gravement. Les sorcières qui t'ont lié le savaient. Un loup ordinaire naît de la biologie. Un loup blanc naît de la magie. Tu es un conduite, Marie. La porte a grincé. 3 hommes âgés et une femme sont entrés entraînant les pieds, les anciens du pack. Ils semblaient terrifiés, agrippés à leur canne. « Fermez la porte », a commandé Antoine. Ils ont obéi. « Il y a 200 ans », a commencé Antoine, sa voix basse et dangereuse. « J'ai été trahi par mon bêta Benoît. Il a invité les sorcières de la lune croissante dans ma maison. Elles ont empoisonné mon vin, m'ont lié dans l'argent et la cendre, et m'ont scellé dans ce tombeau. Il s'est levé et a marché vers les anciens. Ils ont reculé. Je vois le visage de Benoît en toi. » Antoine a pointé l'homme le plus âgé. « Tu es son petit-fils, n'est-ce pas? » L'ancien, un homme nommé Ancien Marc, est tombé à genoux. « Miséricorde, roi Antoine, nous ne savions pas. Nous avons suivi les livres d'histoire. Ils disaient que vous étiez un tyran, un démon. L'histoire est écrite par les vainqueurs, a craché Antoine. Et que disaient les livres d'histoire à son sujet? Il m'a pointé du doigt. Rien, a crié l'ancienne Hélène. Nous jurons, quand ses parents sont morts, le père de Julien, l'ancien Alpha, nous a dit qu'elle était maudite. Il a dit qu'elle avait du mauvais sang. Il a fait venir une femme, une consultante, pour placer la liaison sur elle. Une consultante? Antoine a plissé les yeux. Nommez-la. Nous n'avons jamais su son nom, a pleuré Hélène. Elle portait du rouge. Elle conduisait une Mercedes berline noire. Elle venait une fois par an pour renouveler la marque sur le cou de la jeune fille. J'ai halleté. Le docteur, je croyais qu'elle était un docteur. On me disait que j'étais malade. On me disait que j'avais besoin de piqûres pour ma carence. Le visage d'Antoine s'est assombri d'une rage qui a fait chuter la température de la pièce. Il t'injectait du venin de loup et des sorts de suppression pendant 20 ans. Il s'est tourné vers la fenêtre, regardant la forêt sombre. Ce n'est pas seulement un conflit de Pâques. C'est une guerre qui n'a jamais pris fin. Les sorcières croissantes sont toujours là, et elles ont cultivé ce Pâques pour des ressources. Il est revenu vers moi. Le sceau de mon tombeau a été brisé par ton sang. Cela signifie que les sorcières savent que je suis éveillé. L'alarme a sonné. Que faisons-nous? Ai-je demandé, serrant le verre de whisky. Antoine a souri d'un sourire prédateur et acéré. Nous arrêtons de nous cacher. Nous allons les inviter à dîner. Permettez-moi de faire une pause ici. Parce que tout ça, toute cette histoire de roi endormi pendant 200 ans, de sorcières, de malédictions, c'était tellement absurde. Je veux dire, j'étais une fille qui avait passé sa vie à récurer les shadows, à trembler de froid, à rêver d'un sandwich chaud. Et là, ce géant en lambeaux qui venait d'exploser une salle de fête me disait que j'étais la clé d'une guerre ancestrale. Ma première réaction, c'était de penser que j'avais la grippe ou que j'étais devenue folle de froid. Qui aurait pu croire à ça? Personne. Dans ma tête, il y avait cette petite voix qui disait « Marie, c'est trop beau pour être vrai, trop fou pour être vrai. » Mais en même temps, le soulagement d'apprendre que je n'étais pas une oméga défectueuse, cette rage qui brûlait en moi, c'était vrai. Et c'est peut-être ça, le problème avec la vérité. Elle est souvent plus étrange que n'importe quelle fiction. Elle est sale, imprévisible, et elle te met face à tes propres faiblesses,
À toutes ces années où tu as cru les mensonges qu'on t'a racontés, je ne savais pas si c'était un miracle ou une nouvelle forme de punition. Je ne savais rien, en fait. Juste que ma vie venait de basculer et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Retour à l'action, donc. Le lendemain matin, le domaine des chaînes était méconnaissable. Sous le commandement d'Antoine, l'atmosphère paresseuse et hédoniste du règne de Julien avait disparu. Elle avait été remplacée par une précision militaire. Les loups effectuaient des patrouilles au lever du jour. Le système de sécurité high-tech, un réseau complexe de caméras Ring et de capteurs de mouvement, était en cours d'audit par les spécialistes techniques du PAC. Je me tenais devant le miroir pleine longueur de la suite principale de l'Alpha. Je portais des vêtements qu'Antoine avait ordonné à Pierre de me procurer dans la meilleure boutique de la ville. Un pantalon cargo noir, des bottes de combat et un pull en cachemire ajusté qui cachait la marque de morsure en voie de guérison sur mon cou. J'avais l'air différente. Ma peau était lumineuse. Mes cheveux, autrefois cassants et bruns, étaient maintenant épais et avaient un étrange éclat argenté. J'avais l'air d'un prédateur. « Tu regardes comme si tu ne te reconnaissais pas », a dit Antoine. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre. Il s'était rafraîchi, rasé, ses cheveux attachés en un chignon sévère, portant une chemise gris anthracite qui mettait en valeur la largeur de ses épaules. Il ressemblait en tout point à un roi. Je ne me reconnais pas, ai-je admis. Hier, je récurais les toilettes. Aujourd'hui, je suis ça. Tu es la Luna, a corrigé Antoine. Que tu acceptes le titre ou non, le loup en toi l'exige. Il s'est approché et m'a tendu un smartphone, le dernier iPhone 15 Pro Max. Ton ancien appareil était cassé, a-t-il dit. Pierre dit que celui-ci est le meilleur. Je ne comprends pas pourquoi il a besoin de 3 yeux à l'arrière, mais on m'a dit qu'il prenait d'excellentes photos. J'ai souri d'un sourire chaleureux et authentique. Merci, Antoine. Ne me remercie pas encore, a-t-il dit, son expression durcissant. Nous avons un problème. Il m'a conduit en bas, à la salle de guerre. Une grande carte numérique du territoire était affichée sur un écran. Pierre et le chef de la sécurité attendaient. Nous avons intercepté un appel, a dit Pierre, l'air nerveux. Il est arrivé sur la ligne privée de Julien il y a 1 heure. Nous avons retracé le signal. Qui était-ce? Ai-je demandé. Ce n'était pas une sorcière, a dit Antoine. C'était un homme, un humain. Pierre a appuyé sur un bouton. L'enregistrement a été diffusé sur les haut-parleurs. Julien, c'est Garnier. Mes capteurs sur le site de Mont-Noir ont déclenché des tremblements, des pics d'énergie. Si tu as joué avec des choses que tu ne comprends pas, notre accord est rompu. J'envoie une équipe de nettoyage. Prépare la file pour le transport. L'équipe d'extraction arrive à midi. La voix était douce, arrogante et indéniablement corporate. Garnier? J'ai froncé les sourcils. Victor Garnier, le milliardaire. Qui est-ce cet homme? A demandé Antoine. C'est le PDG de Garnier Biotech. Ai-je expliqué, mon esprit tourbillonnant. C'est une immense société pharmaceutique à Lyon. Il possède pratiquement la région. Pourquoi me voudrait-il? Parce que, a dit Antoine, reconstituant le puzzle, la magie n'est que de la science qui n'a pas encore été expliquée. S'il travaille avec les sorcières, il utilise probablement du sang de loup-garou pour synthétiser des drogues, l'immortalité, la force, la guérison. Antoine a frappé du poing sur la table. Il te vendait, Marie. Tu n'étais pas seulement une oméga supprimée. Tu étais du bétail. La prise de conscience m'a rendu malade. Les piqûres que je recevais, elles n'injectaient pas seulement de la magie. Elles prélevaient du sang. Il a dit midi. Antoine a vérifié l'horloge grand-père vintage dans le coin. C'est dans 20 minutes. Une équipe de nettoyage, a dit Pierre, vérifiant son pistolet. Ça veut dire des mercenaires. Qu'ils viennent, a dit Antoine calmement. Ouvrez les portes. Ouvrez-les, a bégayé Pierre. Grandes ouvertes, a commandé Antoine. Je veux qu'ils roulent jusqu'à la porte d'entrée.
Marie et moi les accueillerons. 20 minutes plus tard, un convoi de 4 SUV blindés noirs avec les logos Garnier et Biotech sur les portes a remonté l'allée. Ils ont contourné les portes ouvertes et se sont arrêtés en grinçant devant le manoir principal. 12 hommes ont sauté. Ce n'étaient pas des voyous typiques. Ils portaient des équipements tactiques, des casques balistiques et des fusils d'assaut de qualité militaire chargés de balles en argent. Le leader, un homme avec une cicatrice le long de la joue, a fait un pas en avant. Il m'a vu debout sur les marches du Porsche. À côté de moi était assis Antoine, se prélassant tranquillement dans une chaise en osier, sirotant un café dans une délicate tasse en porcelaine. « Cible acquise », a dit le leader dans sa radio. Il a regardé Antoine. « Éloignez-vous, grand homme. Cela ne vous concerne pas. » Antoine a pris une gorgée de café. « Vous vous introduisez sur une propriété privée. À mon époque, cela était punissable par la pendaison. Les temps ont changé, » a ricané le leader. Il a levé son fusil, attrapé la fille. « Marie, » a dit Antoine doucement, sans bouger de sa chaise. « Voudriez-vous faire les honneurs? » J'ai regardé les hommes armés. Il y a un jour, j'aurais défailli. Aujourd'hui, mon loup faisait les 100 pas dans ma poitrine, impatient de s'étirer. « Moi? » ai-je demandé. « Tu es la Luna, » a dit Antoine, ses yeux dorés rencontrant les miens. « Protège ta maison. » J'ai fermé les yeux, j'ai senti le pouvoir du loup blanc déferler. Je ne me suis pas transformé complètement. Antoine m'avait appris la transformation partielle ce matin-là. Mes yeux se sont ouverts brusquement, brillants de violet, mes ongles s'allongeant en griffes acérées. Le leader a hésité. « Qu'est-ce que... » J'ai bougé. J'étais un flou de vitesse. Je n'ai pas tué. Je n'étais pas prête pour ça. Mais j'ai été brutal. J'ai repoussé le canon du premier fusil d'un revers de main, pliant l'acier comme si c'était une paille. De l'autre main, j'ai poussé le leader à la poitrine. Il a volé en arrière, s'écrasant contre le pare-brise du SUV de tête, brisant le verre renforcé. « Ouvrez le feu !» a crié quelqu'un. Des balles ont plu vers moi. J'ai frémi, mais Antoine était là. Il ne se prélassait plus. Il se tenait devant moi, se déplaçant si vite qu'il semblait se téléporter. Il a attrapé une balle en argent en plein vol de sa main nue. « Cela chatouille !» a grogné Antoine, laissant tomber la balle aplatie. Il a rugi, et l'onde sonore a frappé les mercenaires comme un mur physique. Leurs tympans ont éclaté. Ils ont laissé tomber leurs armes, se tenant de la tête, hurlant d'agonie. Antoine a descendu les marches. Il a attrapé la radio du gilet du leader gémissant. Il a appuyé sur le bouton de transmission. « Victor Garnier », a dit Antoine dans la radio. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis une voix froide et posée. « Qui est-ce? C'est l'homme qui vient de casser vos jouets », a dit Antoine. « Je m'appelle Antoine Montenoir. Je suis l'Alpha Roi, et vous avez quelque chose à moi. »« Je n'ai rien de vous », a répondu Garnier, l'air ennuyé. « Vous avez ma patience, » a dit Antoine. « Et elle vient de s'épuiser. Je viens vous chercher, Victor. Commencez à courir. » Il a écrasé la radio dans sa main jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que des étincelles et de la poussière de plastique. Il s'est tourné vers moi qui respirait fortement, mes griffes se rétractant. J'avais l'air délicieusement vivante. « Bien joué, » a dit Antoine, essuyant une tache de saleté de ma joue. « Et maintenant, » ai-je demandé, mon cœur battant non pas de peur, mais du frisson du combat. « Nous allons à Lyon, » a dit Antoine, regardant vers l'horizon. « Nous allons rendre visite à un milliardaire. Mais d'abord, il s'est agenouillé devant moi, là, sur l'allée en gravier, entouré de mercenaires gémissants. « J'ai besoin de ta force, Marie. J'ai dormi trop longtemps. Mon pouvoir est grand, mais il est instable. J'ai besoin d'un ancrage. » Il a levé les yeux vers moi, ses yeux vulnérables. « J'ai besoin de ma compagne. » Mon souffle s'est coupé. « Vous êtes sûr? J'étais un déchet hier. »« Tu étais un diamant couvert de boue, » a dit Antoine Litton. « Laisse-moi te polir. » Il s'est levé et m'a tiré près de lui. Le baiser n'était pas doux. C'était une collision de deux âmes qui avaient été perdues pendant des siècles. Il avait le goût du café, du danger,
et du destin. Alors que nos lèvres se rencontraient, une lumière dorée a éclaté autour de nous, assez brillante pour éclipser le soleil. Le lien était scellé. Le roi avait sa reine et la guerre venait de commencer. Le trajet jusqu'à Lyon a pris 3 heures, mais pour moi, j'ai eu l'impression qu'une vie s'était écoulée entre les forêts des Landes et le profil d'acier de la ville. Nous n'avons pas pris le camion de pierre. Nous avons pris le SUV blindé avec lequel les mercenaires étaient arrivés, un Cadillac Escalade noir mat avec des vitres pare-balles. Antoine conduisait. Il s'est avéré que conduire un véhicule n'était pas difficile pour un homme qui avait jadis maîtrisé lors de la guerre à cheval. Il traitait l'accélérateur comme un éperon et le volant comme des rênes. Il conduisait avec une précision agressive terrifiante, se faufilant dans le trafic sur la 6. Cette tour, ai-je dit, pointant du doigt, alors que la tour métallique de la Part-Dieu apparaissait, flanquée des monolithes de verre encore plus hauts du quartier des affaires. Celle avec l'auréole bleue, c'est le siège de Garnier Biotech. Antoine a fixé la structure. Une cathédrale de verre, a-t-il médité. Les hommes construisent haut quand ils craignent ce qui est au sol. Ils ont garé le SUV directement sur le trottoir devant l'entrée principale, écrasant un panneau d'interdiction de stationner. Les piétons en doudoune et en costume se sont dispersés, brandissant leur téléphone pour filmer. Antoine est sorti, lissant les revers d'un trench coat qu'il avait pris au chef mercenaire. Il ressemblait à un tueur à gages d'un film noir, dangereux et hors du temps. Je me tenais à côté de lui, mes yeux violets cachés derrière une paire de lunettes de soleil Ray-Ban. « Prête ?» a demandé Antoine, m'offrant son bras. « Non » ai-je admis, le cœur battant à tout rompre. Mais faisons-le quand même. Nous avons traversé les portes tournantes. Le hall était une vaste étendue de marbre blanc et d'or abstrait. Des gardes de sécurité en uniforme gris se sont immédiatement mis en mouvement pour nous intercepter. « Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer là. C'est un... » Antoine n'a pas ralenti. Il a simplement déployé son aura. C'était une explosion contrôlée de dominance alpha, invisible à l'œil humain, mais lourde pour l'âme humaine. Les gardes ont trébuché, leurs genoux fléchissant alors qu'une vague de terreur inexplicable les submergeait. Ils ont haleté, serrant leur poitrine, incapables de parler. Antoine les a dépassés jusqu'aux ascenseurs. Il a appuyé sur le bouton du penthouse. Étage 90, ai-je lu sur l'affichage numérique. Le sanctuaire privé de Victor Garnier. La montée en ascenseur s'est déroulée en silence. Au fur et à mesure que les chiffres montaient, j'ai senti le lien entre Antoine et moi vibrer. C'était un lien physique, me nourrissant de force. J'ai réalisé que je n'étais plus seulement Marie l'Oméga. J'étais Marie, la louve blanche, compagne du premier roi. Ding! Les portes se sont ouvertes. Nous n'avons pas été accueillis par des armes. Nous avons été accueillis par des applaudissements. Victor Garnier se tenait au fond d'un immense bureau qui donnait sur la Saône. C'était un bel homme d'une 40aine d'années, portant un col roulé et une Rolex Daytona. Il applaudissait lentement. À côté de lui se tenait une femme en costume de soie rouge. Elle était élégante, tenant un verre de vin, mais ses yeux étaient froids, des éclats durs de silex. « Le roi est de retour », a souri Victor, bien que le sourire n'atteignait pas ses yeux, et il a ramené son expérience de laboratoire. Je dois dire, Antoine, pour un fossile, vous vous adaptez vite. Victor Garnier, a dit Antoine, sa voix résonnant dans la grande pièce, et il a regardé la femme. La sorcière Héloïse a corrigé la femme, buvant une gorgée de vin. C'est moi qui ai gardé le petit loup de votre petite amie dans une cage pendant 20 ans. De rien, au fait. Sans mon sort de liaison, son pouvoir l'aurait brûlé vive enfant. Vous l'avez empoisonné, a grogné Antoine, faisant un pas en avant. Vous avez récolté son sang. Ça s'appelle le capitalisme, mon chéri, a ricané Héloïse. Le sang de loup blanc est la clé de la régénération synthétique. Savez-vous combien un flacon de sérum de jeunesse Garnier se vend sur le marché noir de Dubaï? Des milliards. Victor a tapoté un bouton sur son bureau.
C'était un partenariat profitable, mais maintenant, vous êtes un problème. Et contrairement à vos ancêtres primitifs, Antoine, nous n'utilisons pas d'épée. Les murs du bureau se sont déplacés. Des panneaux se sont ouverts, révélant des tourelles automatisées montées avec d'étranges émetteurs lumineux. Des canons soniques, a expliqué Vector, calibrés à la fréquence du système nerveux d'un loup-garou. Il liquéfie vos entrailles. Il a appuyé sur le bouton. Un hurlement aigu a empli la pièce. C'était agonisant. J'ai crié, tombant à genoux, me tenant les oreilles. J'avais l'impression que mon cerveau bouillait. Antoine a rugi, titubant, son facteur de régénération luttant une bataille perdue contre l'assaut sonique. Victor a ri, marchant vers nous. Évolution, votre majesté. La science bat la magie. Héloïse a fait un pas en avant, sa main brillante d'un feu de sorcière vert. Je prendrai la fille, je dois la vider complètement pour compenser la production perdue. Elle a tendu la main vers moi. J'ai levé les yeux. À travers la douleur, à travers le bruit, j'ai vu Antoine lutter pour se tenir debout, ses yeux saignant des larmes dorées alors qu'il essayait de me protéger. Il est en train de mourir pour moi, ai-je pensé de nouveau. Quelque chose en moi a craqué. Le loup blanc n'avait que faire des ondes soniques. Le loup blanc était la magie incarnée. Non, ai-je hurlé. Je n'ai pas changé. J'ai simplement tout lâché. Une explosion d'énergie blanche a jailli de mon corps. Ce n'était pas du son, c'était du silence pur. Ça s'est étendu vers l'extérieur en une onde de choc. Lorsque la lumière blanche a frappé les canons soniques, ils ne se sont pas brisés. Ils se sont dissous. Le métal est devenu poussière. Les fenêtres du gratte-ciel ont explosé, faisant pleuvoir du verre sur Lyon. Victor a été projeté en arrière, s'écrasant contre son bureau en acajou. Héloïse a hurlé lorsque l'énergie blanche l'a frappé. Son feu de sorcière vert a été éteint instantanément. Elle est tombée, serrant ses mains, qui étaient maintenant brûlées et boursouflées. Le bruit s'est arrêté. Je me suis levé. Mes lunettes de soleil avaient disparu. Mes yeux brillaient avec une telle intensité qu'ils ressemblaient à 2 étoiles. J'ai marché vers Héloïse. Vous m'avez lié, ai-je dit, ma voix sonnant comme un chœur de voix. Vous m'avez volé ma vie. Je vous ai rendue précieuse, a craché Héloïse, essayant de ramper. Je ne suis pas un produit, ai-je dit. J'ai tendu la main et j'ai attrapé Héloïse par la gorge. Je n'ai pas serré, j'ai simplement canalisé mon énergie. Je suis la rétribution. J'ai poussé mon pouvoir dans la sorcière. Héloïse a crié alors que sa magie était arrachée, brûlée de ses veines. En quelques secondes, l'élégante femme a vieilli de plusieurs décennies, sa peau se ridant, ses cheveux devenant blancs. Elle s'est effondrée, une vieille femme impuissante haletant sur le sol. Antoine était à mes côtés en un instant. Il a regardé Victor Garnier, qui cherchait à tâtons une arme dans le tiroir de son bureau. Antoine a bondi. Il a franchi les 6 mètres d'un seul bond. Il a atterri sur le bureau, projetant l'arme de la main de Victor. Il a attrapé le milliardaire par les revers de son cher col roulé et l'a tiré près de lui. La science est impressionnante, a chuchoté Antoine, ses crocs s'allongeant. Mais les dents sont intemporelles. Attendez, a supplié Victor, suspendu au-dessus de la fenêtre brisée, 90 étages plus haut. J'ai de l'argent, j'ai de l'influence. Je peux vous donner le monde. J'ai déjà le monde, a dit Antoine, regardant derrière lui vers moi, qui me tenait au milieu des débris, lumineuse et magnifique. Et je n'ai pas besoin de parasites. Il n'a pas laissé tomber Victor. Ce serait trop rapide. Il l'a ramené et l'a jeté au sol à mes pieds. Il est à toi, ma reine, a dit Antoine. Détermine son destin. J'ai regardé l'homme qui avait ordonné ma mort. J'ai regardé la ville en contrebas. J'ai pris une profonde inspiration, la lueur blanche s'estompant de mes yeux. Nous ne le tuons pas, ai-je dit. Antoine a haussé un sourcil. Miséricorde? Non, j'ai souri froidement.
Stratégie. S'il meurt, c'est un martyr. S'il vit, il travaille pour nous. Je me suis agenouillé, saisissant le menton de Victor. Vous aimez les contrats, Victor. Voici le nouveau marché. Garnier Biotech appartient désormais au Pack Croc d'argent. Vous utiliserez vos ressources pour protéger les nôtres, pas pour les chasser. Vous financerez nos écoles, nos hôpitaux et nos défenses. Et si je refuse? A bégayé Victor. Je me suis penché, mes yeux clignotant en violette une dernière fois. Alors je laisserai Antoine finir son dîner. Victor a dégluti difficilement. Il a regardé le massif et l'ancien roi qui qui attendait une excuse pour frapper. Où dois-je signer? 3 mois ont passé depuis ce jour de chaos. Le domaine du Croc d'argent a été reconstruit. Les murs sont plus hauts, les portes plus solides. Mais à l'intérieur, l'atmosphère a changé. Il n'y a plus de peur. Des louveteaux jouent sur la pelouse. Les Omégas, ceux qui restaient et qui n'étaient pas comme moi, la tête haute, sachant qu'ils sont protégés. Je me tiens sur le balcon de la chambre de l'Alpha, regardant la lune se lever sur les pins de la forêt des Landes. Je porte une robe de soie, ma main posée sur mon ventre, et des bras forts m'en serrent par derrière. Antoine pose son menton sur mon épaule, inhalant mon odeur. Le conseil des alphas arrive demain, murmure Antoine. Ils viennent se prosterner devant le roi suprême. Qu'ils viennent, dis-je, me penchant contre lui. Nous sommes prêts. Tu as tout changé, Marie, dit doucement Antoine. J'ai attendu 200 ans l'obscurité. J'aurais attendu 1000 de plus si j'avais su que tu étais le prix. Je me suis tourné dans ses bras, l'embrassant. Tu n'as pas seulement trouvé une compagne, Antoine. Tu as trouvé une partenaire. En dessous de nous, au fond de la forêt, un loup hurle, puis un autre, puis une centaine. Un cœur de loyauté envers la louve blanche et l'ancien roi. L'Oméga avait disparu. La reine était apparue, et le monde ne serait plus jamais le même. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vraiment. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, une peur insidieuse me serre le cœur. Est-ce que cette nouvelle vie, ce nouveau pouvoir, valent toutes ces années de souffrance ou cette incertitude qui plane sur nous? C'est compliqué. Antoine est là et ce lien entre nous est indéniable, puissant. Il se sent juste, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais est-ce que cela signifie que tout est parfait? Non, rien ne l'est. Le monde est dangereux, même avec un roi à tes côtés. Mais c'est mon monde maintenant. Notre monde. Et pour la première fois, je me sens vivante. N'est-ce pas ça le plus important?